Faut-il amasser des connaissances livresques pour devenir philosophe? Faut-il abuser de substances illicites pour pouvoir philosopher? Comment devenir philosophe? C'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue sur la chaîne Univers. Vous souhaitez approfondir votre culture philosophique? Je vous propose dans cette vidéo une initiation à la démarche philosophique en m'appuyant sur des textes ou sur des références qui m'ont touché pour vous les faire partager. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Nul besoin d'avoir une barbe blanche et d'être perché sur un rocher à l'écart du monde. Nul besoin de consommer des substances illicites pour devenir philosophe. Pas besoin non plus de posséder des références culturelles dans le seul but de flatter son ego en méprisant les autres. Rien de tout ça. Non, juste une curiosité de chaque instant pour développer sa connaissance. Mais aussi la volonté d'interroger les préjugés, de les remettre en question et de s'ouvrir aux autres et au vaste monde dans lequel nous sommes immergés pour tenter de devenir un peu plus maître du sens que l'on souhaite lui donner. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la méthode d'initiation à la philosophie proposée par Descartes. Rendez-vous dans son livre intitulé « Le discours de la méthode », plus précisément à la partie 4. Dès le début, Descartes commence par établir une distinction entre ce que l'on vit habituellement et la démarche philosophique. Il précise que pour les mœurs, comprenez pour la vie en société, qui est faite d'un certain nombre de codes et de règles que nous avons appris l'habitude de respecter, il est besoin quelquefois d'accepter des opinions, des préjugés, en faisant comme si c'était des vérités établies. Et c'est ce que l'on fait ordinairement. On prend les opinions qu'on entend comme si ça allait de soi, parce qu'elles proviennent de sources qu'on juge fiables. La plupart du temps, on ne fait pas l'effort d'aller s'assurer de leur vérité par nous-mêmes. En même temps, c'est très compliqué, on n'a pas toujours toutes les cartes en main pour savoir si une opinion est vraie ou non. Or, pourquoi dit-il dans ce texte que l'on a besoin quelquefois des préjugés pour vivre en société? Eh bien, probablement parce que c'est un gain de temps, ou parce que c'est plus favorable à l'intégration et donc à la tranquillité sociale. Le problème des opinions ou des préjugés, c'est qu'ils ne sont que vraisemblables, c'est-à-dire qu'ils semblent vrais, mais sans pour autant l'être. Dans le lot des opinions que nous avons, il y en a peut-être qui sont vraies, mais certainement aussi des fausses. Le problème, c'est que tant qu'on ne s'assure pas par nous-mêmes des on-dit, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi Descartes décide de mettre de côté ses préjugés pour rechercher la vérité. Et c'est là que commence son voyage philosophique qui repose sur le doute méthodique. Il s'agit pour Descartes de douter, de remettre en question ses opinions pour trouver dans tout cela au moins une vérité qui soit indubitable. Alors indubitable, ça veut dire dont on ne peut pas douter, une vérité qui soit suffisamment assurée, suffisamment certaine pour qu'on ne puisse plus en douter. À la différence du doute sceptique, qui doute de tout, eh bien le doute cartésien obéit à une méthode se proposant de douter de tout, sauf de l'existence de la vérité. Descartes justifie ce choix, car sans se raccrocher à un point ferme, il craint de se perdre lui-même dans ce voyage pour le moins déstabilisant. Pour commencer, Descartes choisit de douter de ses sens. Les sens sont pourtant des repères auxquels nous sommes habitués. On s'y fie régulièrement, car c'est à travers eux qu'on parvient en partie à percevoir le monde. Pourtant, il est vrai que ces derniers nous soumettent à des illusions. Si vous essayez de plonger un bâton à demi-plongée dans l'eau, de mettre un bâton à demi-plongée dans l'eau, il vous paraîtra brisé alors qu'il ne l'est pas en réalité. Et le problème de l'illusion, c'est qu'on a beau la comprendre, contrairement à l'erreur, on ne peut pas la rectifier. Elle persiste, quoi qu'on fasse. On voit bien là qu'il est finalement sage de se méfier des informations transmises par nos sens. Au quotidien, on juge pourtant beaucoup de choses en s'y reposant dessus. Leur emprise est extrêmement forte. Pour le constater, il suffit de voir à quel point une couleur de glace, par exemple, ou la forme d'un mets peut influencer notre goût. Par exemple, si l'on donne à des glaces un large panel de couleurs, mais qu'elles sont toutes au citron,
on aura tendance à leur attribuer un goût qui correspond à ce que l'on voit. On va être déstabilisé. Une expérience a été faite aussi auprès d'étudiants en œnologie. On leur fait goûter 2 bouteilles de vin. Bon, je simplifie un peu l'histoire, l'anecdote. Mais en gros, on leur fait goûter 2 bouteilles de vin qui contenaient le même vin de qualité moyenne. Mais sur une bouteille, c'est l'étiquette d'un grand cru connu et reconnu. Et sur l'autre, on met une étiquette correspondant à un vin moyen. Et tous les étudiants ont été convaincus que le vin avec la belle étiquette avait un goût vraiment meilleur que l'autre bouteille. Et pourtant, c'était des étudiants réputés, sérieux et avec un goût affûté. L'emprise est forte, n'est-ce pas? Alors imaginez à quel point il est aussi facile de se tromper lorsqu'on juge une personne sur la simple perception sensorielle qu'on en a. Après avoir remis en question les sens, Descartes en vient à douter de ses raisonnements, car nos raisonnements sont souvent victimes d'erreurs. Douter de sa raison est d'autant plus à cette époque difficile. Comprendre que les sens nous trompent est une chose, mais au siècle de Descartes, on placé une grande confiance dans la raison, probablement bien plus encore qu'à notre époque. Et s'il est relativement facile de comprendre que les sens sont trompeurs, remettre en question tous les raisonnements que l'on a pu acquérir au cours de sa vie est autrement plus difficile. D'autant plus pour Descartes, qui a reçu une solide instruction. Douter des raisonnements qui nous ont été enseignés par des professeurs, par des personnes spécialisées, n'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est une démarche encore une fois nécessaire pour rechercher la vérité. Puis Descartes en vient à douter de la réalité de l'existence. Qui me dit que ce que je vis est réel? Peut-être que ce n'est qu'un rêve. Bon, alors arrivé à ce stade, la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous même, auraient envie de dire « Là, Descartes, tu vas un peu loin. Tu es fou ?» Il est évident que nous ne sommes pas dans un rêve. Rappelez-vous dans ma première vidéo d'initiation de l'allégorie de la caverne. Que se passe-t-il lorsque le prisonnier qui est parvenu à se défaire de ses chaînes et à sortir de la caverne revient vers les autres hommes pour leur dire que la vérité n'est pas dans ce qu'ils ont l'habitude de voir? Que se passe-t-il? Eh bien oui, il le traite de fou. Pourtant, si on réfléchit à l'hypothèse cartésienne, est-ce si évident de savoir qu'on n'est pas dans un rêve? En effet, certains me diront « c'est évident puisque j'ai des sensations ici, je sens bien que c'est réel ». Mais lorsque nous dormons, n'a-t-on pas des sensations extrêmement réelles? Finalement, est-ce si évident de distinguer les deux? Schopenhauer répondra que la seule chose qui puisse nous permettre de distinguer les deux, c'est ce qu'il appelle la rupture causale, qui intervient entre le moment où l'on s'endort et le moment où on se réveille. La causalité étant l'enchaînement nécessaire entre les causes et les effets, on constate bien que cette chaîne causale s'interrompt et qu'il n'y a plus aucune logique entre le moment où on s'endort et le moment où commence notre rêve. Si c'était le cas, nous serions dans notre lit pour commencer notre rêve. On débuterait notre rêve à partir du lit, en se levant de notre lit. Et on assiste en fait à une rupture complète. Donc c'est ce qui permet de savoir qu'on opère un passage de la veille au sommeil, de l'éveil au sommeil. Donc, arrivé aux limites de ce doute méthodique, appelé aussi hyperbolique, tellement il va loin, Descartes constate une chose, c'est qu'en doutant, il est en train de penser. Et s'il pense, il faut bien que cette pensée provienne de quelque chose. En l'occurrence, de lui, qui peut être à ce titre qualifié de chose pensante. Finalement, à l'issue de ce texte, Descartes parvient à atteindre la vérité qu'il cherchait. Cette vérité qui est pour lui indubitable, autrement dit dont on ne peut pas douter. Devenir philosophe, c'est donc être prêt à entreprendre ce voyage de mise à nu, comme une deuxième naissance. C'est choisir de remettre en question ce que l'on croit savoir pour le soumettre à l'épreuve du doute, afin de s'assurer par soi-même de ce qui est vrai. Je serais curieuse de savoir si certains parmi vous ont poussé le doute aussi loin que Descartes. Êtes-vous parvenu à trouver un semblant de stabilité dans ce voyage? Peut-être n'avez-vous pas entrepris cette déconstruction des préjugés?
Quelle voie avez-vous choisi? Comme toujours, je serai également curieuse de savoir comment vous interprétez ce dessin. Qu'il vous plaise ou pas, que voyez-vous en le regardant? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce juste en dessous de l'écran. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui paraîtront chaque semaine. La semaine prochaine, je vous proposerai certainement un nouveau dessin avec une vidéo cette fois de synthèse des 3 cours d'initiation à la philosophie, dont cette vidéo marque le dernier volet. À suivre, la notion de conscience. À bientôt.